tous, merci d'être parmi nous. Nous sommes donc sur les Talendinis aujourd'hui, lundi 22 mars, avec Christine Guérin. Bonjour Christine. Bonjour Élise. Merci d'être là, merci d'être parmi nous. Alors l'idée de ce Talandini, c'est vraiment de mettre en lumière toute ton activité et ton accompagnement au travers de la thérapie brève et l'hypnose au service des changements de sa vie. Alors déjà, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet de l'hypnose, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? Forcément une niçoise, mais qui tu es? Alors d'abord, merci beaucoup de m'accueillir, Élise et Gwen, et puis à la ville d'Igny. C'est un grand privilège pour moi. Je suis très très contente d'être là. Ça fait 27 ans que j'habite sur la ville d'Igny. On y a élevé nos 3 enfants avec un grand bonheur parce que c'est un environnement que je trouve assez fabuleux pour élever des enfants. Je ne sais pas si Élise et Gwen partagent ce... Complètement. On adore cette ville. Et puis pour les enfants, c'est vrai que c'est assez fabuleux. Voilà. Et puis l'actualité, effectivement, c'est que j'ouvre un cabinet de thérapie brève et d'hypnose à Igny, donc rue du Plateau, pour être exact. Et puis j'ai envie de partager, j'ai envie d'expliquer un peu ce qu'on y fait et à quel point c'est fabuleux, riche, intéressant, tout ce qui peut vous intéresser. Alors, on était censé se voir dans ton cabinet, donc du coup, je n'ai pas pu me rendre chez toi à cause du confinement. À nouveau, on est reparti comme en 40. Donc, merci de m'accueillir en live. On va dire la prochaine fois, je pourrai me rendre chez toi, hein. Mais voilà, ce cabinet aussi, un petit cocon où les gens pourront, je pense, ouvrir leur cœur et ouvrir un petit peu leur état à travers ton accompagnement. Donc, c'est aussi un lieu spécifique et dédié à ça qui me semble important pour pouvoir parler en toute confiance. Ouais, tout à fait. Bon, Alors, bonjour merci. Agnès, merci de nous rejoindre. Ah, voilà, il y a des gens qui nous rejoignent, super. Alors, oui, tout à fait. Tiens, allez, puisqu'on le fait en live et qu'on s'adapte en visio, on peut quand même vous donner un petit goût de ce qu'est l'ambiance du cabinet. Alors, je voudrais vous proposer d'imaginer que c'est une pièce spacieuse, lumineuse, avec des couleurs douces. Et vous pouvez même imaginer, ressentir d'être dans un fauteuil confortable, dans une ambiance douce, à la fois chaleureuse, où on peut parler en toute sécurité, en toute confiance, et où on peut finalement être écouté en posant le masque, en étant qui on est vraiment. Et en fait, c'est un repos extraordinaire et c'est surtout la condition propice pour pouvoir commencer à travailler et changer des choses, les choses qu'on a envie de faire, l'objectif qu'on est venu faire. J'ajoute que j'ai mis comme décoration quelques grosses briques Lego. Et c'est un clin d'œil parce que ça correspond à cet esprit d'utiliser finalement les ressources de chaque personne comme des espèces de briques de base pour que la personne puisse construire en séance et finalement prendre l'initiative, l'autonomie de construire des choses peut-être nouvelles pour devenir le capitaine de son existence. C'est un peu ça le motto. Le slogan, devenir le capitaine de son existence. Et si je Alors, peux me permettre, pourquoi je fais ça aussi peut-être parce que ma conviction, c'est que quand les gens sont heureux de vivre leur vie suivant leurs propres critères, ils sont finalement beaucoup plus apaisés dans leurs relations aux autres, au monde. Et on va dire que voilà, le sens que j'y donne, c'est que le monde sera un petit peu plus doux si les gens sont plus apaisés dans leurs relations. Voilà, c'est ce qui me motive. Oui. Alors, je pense que c'est quand même un accompagnement. Tu vois, je vais même pas parler de métier ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est vraiment un accompagnement. Ton accompagnement, je pense qu'il est méconnu. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette thérapie brève et l'hypnose? En quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est réellement? Alors, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. On va parler, tiens, d'un fantasme assez courant qui est, on a souvent vu dans les films, quelqu'un qui va chuchoter, un méchant qui va chuchoter 3 mots à l'oreille de quelqu'un de très innocent.
et l'innocent va d'un seul coup se transformer en bête sanguinaire, etc. Alors, ça marche pas. Et la preuve que ça marche pas, c'est que, dites-moi combien de fois vous avez vu dans des faits divers des choses comme ça. Sur BFM, sur LCI, sur les chaînes d'infos, combien de fois avez-vous vu la personne a commis des délits sous hypnose? Moi, je ne l'ai jamais vu. Si vous en avez, donnez-moi les sources parce que vraiment, ça m'intéresse de voir. Mais non, ça ne marche pas comme ça. En revanche, ce qui marche, c'est que… Alors, je vais parler un peu du fait que, à la base, je suis plutôt une scientifique. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect scientifique et les grands progrès des neurosciences qui ont été faits ces dernières années et qui montrent un petit peu mieux quel est le mécanisme derrière ça. Et en fait, le mécanisme n'est pas du tout magique, il est parfaitement logique. L'idée, c'est que notre attention va permettre d'activer une partie de notre cerveau. On commence à le savoir un petit peu en méditation. C'est-à-dire que maintenant, les gens savent que quand ils méditent, ils vont activer une part du cerveau et pas une autre. Et on va faire très, très schématique et très, très simple, mais on va imaginer que la partie de réflexion de notre cerveau, elle est plutôt devant. La partie perception de notre cerveau, celle qui vit avec le monde extérieur et qui a des automatismes, les choses qu'on a apprises par cœur, elles sont plutôt au milieu. Et tout au fond, au centre, on va dire, il y a la partie réflexe, la partie animale, celle qui s'occupe de gérer tout notre corps et qui d'ailleurs gère notre survie au passage, donc on peut la remercier. Il se trouve que ces trois parties-là, elles ne fonctionnent pas du tout de la même manière, et ça, c'est les neurosciences qui le disent. Là, on est intelligent, mais on est un peu lent. On ne va pas se mentir, quand ça demande de la réflexion, ça tourne et c'est un peu long. Les apprentissages sont beaucoup plus rapides. C'est-à-dire que quand on sait ces tables de multiplication par cœur, paf, la solution vient tout de suite. On ne calcule pas, on récite. Et puis, donc c'est beaucoup plus rapide. Et enfin, encore plus rapide sont les réflexes. Ceux qui assurent notre survie, celle qui fait qu'on va sursauter quand il y a un bruit, qu'on va éviter des choses qui sont dangereuses pour nous et qu'on va même pas y réfléchir. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, quand on prend une décision pour changer de vie ou pour avoir un autre comportement, par exemple, je veux arrêter de fumer ou par exemple, je veux perdre du poids, je veux changer tel comportement dans ma vie, on le fait ici, avec des arguments rationnels. Sauf que ici, c'est très lent. Donc, quand je suis confrontée, par exemple, pour un fumeur, à une envie de cigarette, c'est ici, voir le profond, parce qu'il y a une petite angoisse à calmer. Et donc, c'est ceux qui vont vite qui prennent la main. Et ils ont la priorité en plus. Donc, en dire que les bonnes résolutions qui sont là, elles passent en dernière priorité et on n'y arrive pas. Donc, toute l'astuce et des thérapies brèves dites stimulation bilatérale, etc., mouvement oculaire, qui sont plus connues sous le nom de MDR et pour les traumas, mais en fait, on peut l'utiliser pour des changements de comportement. L'astuce, ça va consister à aller focaliser l'attention sur des parties beaucoup plus émotionnelles, on va dire, du cerveau, et aller discuter avec ces parties-là, et aller les convaincre qu'on va marcher dans le même sens, que ce qu'on veut, c'est bien, effectivement, peut-être je prends l'exemple du tabac parce que c'est très connu, pour aller faire baisser le stress, ce stress qui provoquerait la prise d'une cigarette, on va aller trouver d'autres manières de le calmer, finalement, d'assurer la survie de la personne sur le court terme et sur le long terme. Donc, c'est presque un jeu, on va dire aussi, un jeu d'imagination, une espèce de sport mental. Alors, tu m'avais évoqué, quand on en a discuté, qu'il y avait une différence, en fait, entre les gens qui vont voir des psychologues et qui vont, eux, apporter ou identifier un problème, aider à définir un bilan. Toi, plutôt de ton côté, tu vas plus apporter les clés, les solutions à appliquer, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Souvent, on va prendre l'exemple de la perte de poids. Souvent, les gens qui vont voir le psychologue en disant « je n'arrive pas à maigrir, c'est terrible, pourtant je fais plein d'efforts et ça marche jamais ». Peut-être que le psychologue va, au fil des séances, laisser la personne s'exprimer, aller identifier ses peurs et se rendre compte que il y a, je ne sais pas, peut-être une peur de manquer, peut-être une injonction parentale quand ils étaient tout petits qui fait qu'on leur disait « finis ton assiette », c'est devenu un automatisme. Et donc, au moment où ils mangent, ils ne sont pas dans la partie rationnelle de leur cerveau, mais ils sont dans la partie émotionnelle. Et ça, les psychologues le font très, très bien. Ce que je fais, moi, c'est… j'aime bien quand les gens viennent de chez le psychologue parce qu'ils savent exactement ce qui a changé. On va dire que c'est un programme un peu ancien. Le finis ton assiette, c'est un exemple personnel. C'est-à-dire que moi, toute mon enfance, on m'a dit finis ton assiette.
Et pour perdre du poids, c'est très compliqué parce que j'ai ce réflexe-là. Quand une assiette, il y a encore quelque chose dedans, même si ça n'est pas bon, même si je n'ai plus faim, je finis. Alors, on va aller discuter avec la partie, on va dire, du programme très profond qui s'est engrammé quand j'étais petite. Et puis, on va aller lui dire, mais en fait, finir l'assiette, à cette époque-là, ça voulait dire aller bien, être en bonne santé. Donc, on va rester sur ce concept de aller bien, être en bonne santé. Puis là, à cette partie très profonde, on va aller lui dire, eh bien, maintenant, aller bien, être en bonne santé, c'est écouter sa satiété. Écouter ce qu'on ressent, écouter son corps, être en connexion, être aligné, se sentir bien. Et là, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus simple de ne pas finir son assiette et finalement de manger à sa faim. Donc, ce n'est pas de l'effort dont on parle, c'est vraiment quelque chose de très naturel. Voilà. Et donc, le psychologue, oui, pour répondre à ta question, le psychologue va mettre à jour ces mécanismes-là si ça se passe bien. En revanche, moi, je ne connais que l'hypnose et les stimulations, on va dire, neurologiques pour aller mettre ce nouveau programme. Parce que, comme je disais, la partie intelligente, elle a du mal à prendre la main. D'accord. Il existe, alors je t'ai entendu tout à l'heure dire, tu parlais de perte de poids, tu parlais de fumée. Qu'est-ce qui peut, enfin de cigarettes, dans ton accompagnement, comment tu peux, quel type de problème tu peux soulager les gens? Comment tu peux, avec quels soucis, sur quels soucis tu peux les aider, les soulager justement? Alors, je vais te parler des gens qui viennent me voir. Après tout, puisque c'est eux qui décident, finalement, c'est peut-être encore le plus simple. J'ai beaucoup de gens hypersensibles, hyper anxieux. Alors, la crise sanitaire n'aide pas. Surtout en ce moment, bah oui. Forcément. Et en fait, la traduction de ce stress chronique va se traduire de plein de manières différentes. Il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil. Alors, on est d'accord, ou d'allergie, ou de maladies auto-immunes. Je fais aussi l'accompagnement de cancer. Je suis pas médecin. Et d'ailleurs, moi, je leur demande toujours de continuer à voir le médecin, continuer leur traitement. Enfin, vraiment, je n'interfère absolument pas avec le traitement médical. En revanche, souvent, il arrive que les médecins, quand il y a des problèmes de ce type-là, et moi, je dis c'est du stress chronique, mais ça peut être des crises de panique, ça peut être plein de choses. Mon accompagnement, il est là quand le médecin dit, eh ben maintenant, il faudrait un peu moins stresser. Ok, mais on fait comment pour moins stresser? Eh ben l'accompagnement, il est là pour ça. Pour que la personne, et j'ai pas de solution miracle, ça va être pour chaque personne, en fonction de ses atouts, de ses forces, de ses préférences, de ce qu'elle veut faire de sa vie, on va aller construire avec nos fameuses petites briques de Lego son chemin, sa stratégie pour reprendre la main, on va dire. Il ne s'agit pas d'être dans le contrôle absolu. Il ne s'agit pas non plus d'être dans le lâcher-prise. Moi, je suis un peu en décalage peut-être par rapport à certains de mes collègues sur l'aspect lâcher-prise. Souvent, ce que je donne comme idée, c'est dire quand vous avez imaginé quand vous avez appris à faire du vélo, on vous a donné ce truc-là, sans les petites roulettes, ce truc qui ne tenait pas debout, et il vous a dit, mais si je le lâche, il tombe. Ok, donc on vous a dit, mais si, il faut bien tenir le guidon, il faut bien appuyer sur les pédales. Donc vous avez crispé, voilà, on voit le petit enfant là. Il crispe, il met tous ses efforts, et voilà que il va dans le mur. Il se dit, non mais il y a un problème. Quand je me crispe, je vais dans le mur. Quand je ne fais rien, le vélo tombe. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Je suis coincée. Et puis à ce moment-là, il y a un autre petit enfant qui passe en train de pédaler joyeusement, les cheveux au vent, le sourire, etc. Il se dit, mais si, il y a quand même une solution. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout le rôle de l'accompagnant, ça va être de garder en sécurité le petit enfant, à la limite de l'aider un petit peu à tenir l'équilibre, jusqu'au moment où il a pigé le truc. En fait, le truc, c'est qu'il faut avoir juste le lâcher-prise suffisant pour ressentir l'équilibre et juste l'intervention suffisante pour ajuster juste ce qu'il faut, le guidon, pour reprendre l'équilibre. Et ce qui est fabuleux dans le fait de faire du vélo, c'est qu'une fois qu'on a compris, on le sait pour la vie. Donc, l'accompagnement que je propose, c'est pas un truc où il va falloir venir me voir toutes les semaines pour rester en ligne. Non, c'est comme le vélo. Une fois qu'on a compris, on est capable de l'appliquer. Et on est autonome et on peut. C'est pour ça que je parle de capitaine de sa vie. Est-ce que ça veut dire, selon toi, que si tu aides quelqu'un sur un sujet en particulier, qui est là, par exemple, une peur, c'est une méthode qu'il pourra appliquer pour d'autres peurs ou il vient te voir pour chaque peur parce qu'il faut du coup aller creuser un petit peu sur son histoire avant?
Moi, je creuse très peu sur les histoires. C'est-à-dire que c'est les gens qui m'apportent et je creuse surtout sur l'émotion elle-même, pas tant que ça sur l'histoire. Et oui, tu as tout à fait raison. L'idée, c'est vraiment que une fois qu'on a compris comment on gère une chose, eh bien, on va pouvoir en gérer d'autres par soi-même. Après, parfois, il arrive qu'on soit dans ce qu'on appelle l'angle mort. C'est-à-dire que comme en voiture, malgré les rétroviseurs, il y a des choses qu'on ne voit pas. Alors, j'ai coutume de dire aussi que parfois, l'intervention que j'ai, c'est comme un miroir. Quand tu te maquilles ou que tu te coiffes le matin, c'est toi qui décides de te maquiller, de coiffer. C'est toi qui prends les ustensiles qui vont bien et qui choisis exactement de quoi faire. C'est toi qui le fais. Sans miroir, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Le miroir va juste renvoyer cette image qui va faire que tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Donc, en fait, moi, je viens quand on a besoin du miroir. Après, une fois qu'on a compris, c'est bon, on peut le faire tout seul. Mais de temps en temps, revenir devant le miroir. Et donc, oui, j'ai souvent des gens en 2 ou 3 séances quelque part. Donc, c'est assez rapide quand même. On arrive à gérer un problème très focalisé, très concrètement. On est vraiment dans du très court terme. Et en revanche, c'est vrai qu'ils peuvent revenir me voir 6 mois après, 1 an après, en me disant, ouais, alors là, jusque-là, ça a bien marché, mais là, j'ai une nouvelle chose, je ne sais pas trop comment la traiter. Eh bien, c'est pas grave, on reprend les choses et puis on trouve peut-être d'autres solutions, d'autres manières d'aborder le problème. C'est eux qui décident, voilà. C'est important pour moi, ça. Là, on a évoqué plusieurs sujets qui sont très, très différents les uns des autres. On a parlé de poids, on a parlé de tabac, on a parlé d'accompagnement pour enlever des peurs. À quelle population, à quel âge ça s'adresse un petit peu tout ça Qui est-ce qui peut faire appel à toi pour, enfin voilà, est-ce que c'est plus des hommes, est-ce que c'est plus des femmes, des personnes âgées, des enfants? Alors, je vais te répondre par une blague. Ce sont Ah, toujours des enfants qui viennent me voir et avec qui ça marche. Et parfois, ce sont des enfants intérieurs, à l'intérieur de gens qui peuvent être des ah, retraités. d'accord. Parce que c'est aussi une sorte de jeu. Ma conviction, c'est qu'on apprend beaucoup plus vite et on change beaucoup plus vite par le jeu. Et donc, on va aller jouer aussi avec ce petit enfant intérieur. Parce qu'il y a énormément de choses. Il y a une vitalité, une capacité d'adaptation, une joie de vivre aussi, que je trouve fabuleuse. Et c'est finalement quand on lâche le mental, parce que souvent le mental, c'est ce qu'on a appris à mettre en plus. Et donc, on va le poser. On va pas le lâcher complètement, le mental. On le reprendra à la fin de la séance, il n'y a aucun problème. Mais l'espace d'une séance, on va être peut-être un peu plus libre, un peu plus spontané. Et puis, on va voir qu'il y a des solutions très créatives qui se présentent. Et parfois, je ne sais même pas ce que c'est. Ce que je pense, ce que je dis n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est est-ce que la personne elle-même va trouver à l'intérieur d'elle quelque chose qui vibre. Et d'ailleurs, ça se voit. En général, pendant la séance, les gens ont un changement d'attitude et ils me disent, ça y est, je l'ai. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon, super, formidable. J'ai pas forcément besoin de savoir ce que c'est. Eux, ils ont besoin de le savoir. Je pense qu'on est dans une société quand même où il y a beaucoup de choses qui changent, qui bougent, où en ce moment, en plus, depuis un an, on est beaucoup en perte de repères aussi dans les modes de travail. Hein, c'est aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent à distance, alors qu'ils étaient plus, ils avaient le plaisir de retrouver les collègues. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros sujet sur la perte des repères, sur le bien-être. Alors, je sais que dans l'environnement de travail, c'est un sujet qui revient tout le temps, c'est la conduite du changement, c'est accompagner les personnes dans mieux se connaître, mieux s'appréhender, mieux appréhender son environnement. Donc toi, c'est sûr, voilà, tu vas aider aussi toutes ces personnes à mieux se connaître soi-même pour réussir à mieux maîtriser ses craintes, ses peurs, c'est un petit peu tous ces sujets-là. Alors oui, je pense qu'on est là-dessus. C'est amusant parce que tu m'avais demandé qui je suis et d'où je viens un peu. Oui, j'étais dans Ça me l'industrie semble avant. important. J'étais dans l'industrie, j'ai commencé par l'imagerie médicale et là, pour moi, il y a une grande cohérence entre j'ai participé à la mise au point des premiers scanners de série, on va dire, les scanners d'imagerie médicale. Et c'était passionnant. Donc, j'ai gardé ce goût et cette passion. J'ai changé de poste très, très souvent parce que justement, on m'appelait dans les contextes de crise pour de la conduite de changement. Et j'ai envie de te dire, moi, ce que j'en ai gardé de ces années, la première chose, c'est que
oui, tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est vivant, eh bien, ça a le don de mettre des surprises, des obstacles, des crises. Oui, c'est comme ça, c'est la vie. La première réaction, c'est qu'il faut accepter le chaos. Le chaos fait partie de la vie. Et que c'est seulement quand on commence à l'accueillir, l'accepter, à le prendre tel qu'il est, à faire face à la réalité telle qu'elle est, qu'on peut commencer à agir avec ça. Il y a aussi des opportunités. On le voit tout de suite, les menaces, mais il y a aussi des opportunités, des choses positives. Et puis, de toute manière, on n'a pas le choix. Donc, autant avancer avec ça. Alors, peut-être que ce que je faisais dans l'industrie, c'était de discerner dans le chaos, là où il y avait de la force, là où il y avait de l'énergie, là où on pouvait s'appuyer et avancer. Ça, c'est la première chose. Et pour moi, je n'ai pas changé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre ce métier d'ingénieur que je faisais et puis ce que je fais aujourd'hui, parce qu'on est, à nouveau, les gens qui viennent me voir, en gros, pour résumer, ils sont en crise souvent. De leur fait ou par leur environnement. Ça peut arriver aussi. Et puis, la deuxième chose, c'est même dans des environnements dits très techniques. Bon, à la fin, j'étais dans une entreprise qui fait des acquisitions de mesures en mer pour les sous-sols marins. C'est CGG, Compagnie Générale de Géophysique. Elle est basée en face de la gare de Massy. C'est pour ça que j'en parle, parce que le bâtiment est assez visible. Et là encore, l'idée, c'était de dire, oui, les chefs de projet avaient des projets considérables avec d'énormes budgets, des pressions énormes. Et on aurait pu imaginer qu'il s'agissait juste de techniques, mais non, c'était des humains qui étaient là. C'était des humains qui avaient à travailler avec d'autres humains. Et peut-être que j'ai commencé à amorcer ce virage en me disant, on prépare les grands sportifs avant des compétitions, on leur fait une préparation mentale. Pourquoi on ne le fait pas aux gens qui ont une pression psychologique énorme? Alors, il se trouve que maintenant, la crise sanitaire a rajouté une autre forme de pression psychologique, parce que, effectivement, être avec ses collègues, avoir du lien social, c'est hyper important pour l'équilibre des gens. Oui, ben ok, on est en crise et ça devient très compliqué. L'idée, c'est d'arriver à être créatif par rapport à ça, parce que de toute manière, on ne peut pas le changer. C'est un peu ça la stratégie. Donc oui, après, du coup, j'ai passé des diplômes pour essayer de maîtriser toutes ces techniques. Je précise, je ne fais pas ça non plus en amateur. J'ai passé des certifications de psychopraticienne, etc. Parce qu'on fait pas, enfin, on fait pas n'importe quoi avec la vie des gens. Hein, c'est important quand même. Et pour moi, il y a une vraie continuité dans tout ça. C'est que j'allais dire le mot d'efficacité et performance est un petit peu on va dire dévalorisé, parce que ça a une connotation de faire beaucoup d'argent sans respecter les gens. Moi, ma conviction, c'est que c'est en respectant les gens, en étant bienveillant dans le bon sens du terme. Bienveillant, ça veut dire vouloir le bien, c'est-à-dire vouloir le bien d'une entreprise, des projets des gens, de ce qu'ils veulent faire de leur vie. C'est ça pour moi la vraie bienveillance. Parfois, c'est difficile, parfois, il y a des efforts à faire. Tant qu'on est calé sur l'objectif que chacun veut, c'est on n'impose pas d'objectif à personne, ni de conseil, ni de tu devrais faire ça. Non, non. Chacun a ses objectifs et comment la route peut être un petit peu plus douce, un petit peu plus facile. Parce que quand les choses deviennent faciles, c'est là qu'on est efficace. C'est ça ma conviction aussi. Dans les personnes que tu as pu accompagner, quelle a été la plus extraordinaire ou étonnante surprise ou situation que tu as rencontrée? Je crois que c'est tous les jours. C'est ça qui est fabuleux dans ce métier. Je n'ai pas eu 2 clients qui soient les mêmes. Jamais. Et ils me surprennent toujours. Il faut garder cette vraie fraîcheur, ce vrai intérêt. Voilà, j'ai pas de séance type. Je n'ai pas de solution préprogrammée. Chacun est différent. Bon, je t'avoue que il y en a qui me surprennent un petit peu plus parce que là encore, les neurosciences maintenant nous montrent ce qu'on savait depuis toujours, c'est qu'on n'est pas tous câblés pareil. Au niveau neurologique, au niveau de la manière dont on aborde les choses, on est tous différents. Et moi, je trouve que c'est fabuleux, cette neurodiversité. Et oui, ça va faire que certains sont très intelligents et en même temps, ils ont des handicaps colossaux. Et souvent, ils le cachent, c'est-à-dire que l'hypersensibilité, typiquement, les gens essayent de cacher leur hypersensibilité, ils essayent d'être forts et de montrer au monde que voilà, qui sont très très doués, sauf que ça a un coût considérable de cacher au monde. Donc avec moi, on peut poser le masque, il n'y a pas de problème, et puis on va aller faire. Cette hypersensibilité est aussi une force, si on sait la gérer.
Et donc, on va pouvoir faire ça. Les troubles de l'apprentissage, j'ai une tendresse un peu particulière pour tous ces gens qui ont un trouble de l'apprentissage, tous ces gens qui ont du mal à rentrer dans la norme. Parce qu'on peut apporter quelque chose à une société, même quand on est un petit peu de difficulté à rentrer dans la norme. Et en général, ça génère beaucoup de stress chez ces gens-là. Donc, la première étape, c'est vraiment être de réussir à faire baisser leur stress et ensuite de voir comment, finalement, avec leurs atouts et leurs faiblesses, ils vont pouvoir avoir un parcours un peu différent. Et c'est OK, on a besoin de gens différents. Ce serait terrible si on était tous les mêmes. Mais oui, il y a si tu veux une petite anecdote, je sais pas, moi, par exemple, qu'est-ce que je pourrais trouver? J'avais un ingénieur qui était extrêmement brillant, quelqu'un qui était reconnu comme quelqu'un de très efficace, très assuré, etc. Et puis, il a mis plusieurs séances à m'avouer qu'il avait peur de parler au téléphone. Et c'est un blocage total pour lui. Donc, il faisait des contorsions considérables pour ne pas avoir à parler au téléphone à des gens, surtout ceux qui ne connaissaient pas. Il y en a un autre, et ce n'était pas le même. Lui, il était dyslexique, lourdement dyslexique, et il cachait sa dyslexie. Mais il n'arrivait pas à lire les mails quand ils étaient plus d'une dizaine de lignes. C'est-à-dire qu'il passait tellement d'efforts à essayer de lire ce qu'il avait écrit qu'il perdait le sens du mail. Donc, ça lui posait des problèmes considérables. Mais il le cachait. Et en fait, ils avaient un manque d'estime d'eux-mêmes par rapport à ça, en se disant, bah oui, mais moi, je suis moins bien que les autres. Alors que c'était des gens très, très compétents et voilà. Donc, on a travaillé là-dessus en disant, mais on a plein de manières d'être brillant, compétent, utile, productif. Et on va faire avec ce qu'on a. On est dyslexique, et ben on est dyslexique. Et on a peur du téléphone, et ben on va utiliser les SMS. Et c'est OK. Voilà. Alors, il faut un peu désacraliser, j'ai envie de dire, démystifier ce sujet de l'hypnose, qui n'est peut-être pas parlant pour certaines personnes qui pourraient être cartésiennes. Moi, tu m'as expliqué quelque chose qui est très concret, je trouve, sur l'hypnose. À quelle phase est-ce par rapport au sommeil? Très concrètement, je vais laisser l'expliquer parce que je trouve que pour les gens qui sont cartésiens et qui peuvent penser que l'hypnose c'est un peu de la poudre. Techniquement, non. Concrètement, non. Je te laisse expliquer. Oui, tout à fait. Tu as raison. L'hypnose, c'est un état naturel qu'on traverse tous, au moins 2 fois par jour, au moment où on s'endort, au moment où on se réveille. C'est un état intermédiaire. Alors ça, depuis quand on le sait de source sûre? Eh bien, depuis que l'électroencéphalogramme a permis de le regarder, c'est-à-dire quand même depuis 1938. Donc, ça va, il y a un petit peu de recul. Bien sûr, avec l'IRM fonctionnel, maintenant, on a plein d'études qui le montrent. La première université qui s'est penchée là-dessus, c'est l'université de Stanford. Ça fait déjà plus de 15 ans. À Paris-Saclay, il y a un groupe qui s'intéresse à ça et qui publie des choses très intéressantes. Et ce qui se passe, c'est que dans cet état un peu intermédiaire, il faut imaginer que quand on s'endort, c'est un peu comme si on éteignait les pièces d'une maison. On va passer dans chaque pièce et puis on va éteindre les lumières. C'est pas toute la maison passe dans le noir d'un seul coup. Et on le sait de toute manière, quand on endort un enfant, regardez, quand un petit enfant s'endort, c'est assez net. Vous voyez que ses paupières se font lourdes comme ça, de plus en plus. Et puis, il y a un moment où vous avez l'impression qu'il dort. Et vous savez que si à ce moment-là, vous faites un petit bruit, il va se réveiller instantanément. Parce qu'en réalité, il ne dort pas. Pas encore. Il est dans un processus d'endormissement. Et l'hypnose, c'est ça. Et en utilisant ce phénomène-là où on éteint la lumière dans les pièces, on va pouvoir choisir de garder la lumière dans la pièce qu'on veut et qui n'est peut-être pas la pièce qu'on garde allumée d'habitude. Donc, si on veut aller explorer un endroit peut-être où on a entassé les choses et puis en espérant que ça allait bien se passer, mais non, il y a un moment où il va falloir aller faire le ménage là-dedans, et ben voilà, on va utiliser l'hypnose pour aller dans cet endroit-là particulier et on va pouvoir choisir ça. Donc, merci. Merci pour l'explication. Tout à fait. Et donc, il y a quand même beaucoup. Oui, et ça se perçoit, ça se comprend. Il y a beaucoup de sujets, voilà, sur lesquels tu accompagnes et tu aides toute personne vraiment à prendre en main, comme tu dis toi, c'est très clair, je trouve, à devenir le capitaine du bateau, de son existence. D'abord en apprenant à comprendre, à accepter de lâcher prise et à trouver les solutions et à les mettre en pratique. On est bientôt à la fin de ce live.
Il y a plein de sujets sur lesquels tu peux accompagner les gens, sur tout ce qui peut être maîtrise des peurs, perte de poids, essayer de passer des frustrations, aussi bien dans le comportemental que dans le quotidien, la relation aux autres. Je crois que tu avais quelque chose à partager aujourd'hui en cette fin de live. Alors, si vous le souhaitez, je peux vous proposer une petite expérience. Alors, je ne sais pas quelle serait, on va dire, l'atout, la force, la ressource. Tiens, Élise, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais bien là? Est-ce que ce serait un peu de liberté, un peu de bien-être, un peu de relaxation, un peu de, je ne sais pas, d'enthousiasme, quelque chose Bien-être. Bien-être, allez, bien-être. Ouais. Allons sur le bien-être. Alors, avant de commencer la petite expérience, je vais proposer, alors je vais montrer mes mains, je vais proposer que, alors est-ce qu'on me voit là? Oui. Là, je vois par ta main. exemple, qu'on identifie un petit endroit bien particulier et que chacun puisse toucher ce petit endroit-là. Par exemple, Élise, est-ce que tu arrives à toucher un endroit? Il faudra pouvoir le retrouver. Donc, ouais, je dis le poignet parce que c'est assez simple. OK. Et donc, à un moment, je vous dirai, c'est le bon moment là, normalement, pour toucher le poignet. Donc, vous pourrez faire ça. D'accord? Hop, est-ce qu'on me voit? Voilà. Vous pourrez faire ça à ce moment-là. C'est OK? L'idée, c'est qu'on va installer un bouton. C'est bizarre, hein, ce que je raconte. Mais vous allez voir, ça marche. Alors, je vous propose tranquillement, pour ceux qui le veulent, de laisser tomber tranquillement leurs paupières, de sentir que ça peut être la pesanteur qui peut laisser tomber les paupières. Et puis, pour ceux qui préfèrent garder les yeux ouverts, c'est très bien aussi, dans la mesure où vous avez la possibilité de vous concentrer sur un moment de votre vie où vous avez ressenti un grand bien-être. Souvent, ces moments-là, c'est des moments où on est seul, en tout cas seul avec soi-même. Peut-être qu'il y a des gens autour, mais c'est pas grave parce que on sent qu'on rentre à l'intérieur de soi-même. Souvent, c'est dans des périodes où on est en vacances de responsabilité, en vacances de choses qui pèsent. Là, on est juste soi-même, léger, bien installé. Je vous propose de vous concentrer vraiment sur cette sensation d'être confortablement installé, de sentir la température, juste la bonne température. Et puis, je ne sais pas, si vous ouvriez les yeux à ce moment-là, qu'est-ce que vous verriez? Un paysage, peut-être des arbres, peut-être la mer, peut-être une maison que vous connaissez, peut-être un paysage qui vous est familier, qui vous aide à vous sentir bien. Si vous prêtiez attention à ce que vous entendez, souvent on entend les petits bruits de la vie quotidienne et puis on finit par les oublier, mais ils font partie finalement de ce décor. Alors je vous propose vraiment de vous laisser aller dans ce confort, bien installé avec la bonne température. Peut-être même y a-t-il un peu de brise sur votre peau, un peu de lumière, du soleil, agréable, la bonne température, le paysage autour de vous. Cette sensation d'être exactement là où vous devez être, au moment où vous devez l'être. Et quand vous sentez bien cette sensation installée, je vous propose d'appuyer le doigt sur le poignet, comme on l'a dit tout à l'heure, et vraiment de vous concentrer sur cette sensation, tout en maintenant le doigt appuyé sur le poignet. Sensation de bien-être complet, fabuleux. Voilà, d'entendre les petits bruits qu'il y a à entendre, de ressentir le vent, le soleil, le confort, ce paysage qui vous est familier et qui vous fait vous sentir si bien, tranquillement. Je vous laisse tranquillement intégrer, laisser diffuser cette belle image qui va peut-être être présente dans la journée pour vous. Si vous en avez besoin, si c'est la bonne sécurité pour vous, vous pouvez maintenant retirer le doigt de votre poignet. Prendre peut-être une ou deux respirations, tranquillement, sentir l'énergie qui revient. Ouvrir les yeux tranquillement, à votre rythme, prendre tout le temps qu'il vous faut et puis tranquillement venir vous reconnecter à l'ici et au maintenant avec ma voix qui se fait de plus en plus présente et qui vous ramène et vous reconnecte à ce temps présent. Voilà. Alors Élise, est-ce que tu as pu poser ton doigt sur le poignet? Ouais. Et j'ai des images, voilà. J'avais des belles images dans la tête par rapport à mes moments de bien-être. Ok. On est presque à la fin de ce live, je suppose. Je ne sais pas exactement quelle heure il est.
Il est 34. Ah, on a un peu 34 minutes. dépassé. Alors, Ouais. juste avant de nous quitter, je voudrais te proposer un truc, et puis à ceux qui écoutent cette vidéo, de remettre à nouveau le doigt sur le poignet et d'être attentif à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que le bien-être est là? Et la plupart du temps, la réponse est oui. Est-ce que c'est oui pour toi, Élise? Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre, hein. En fait, faut imaginer qu'on a installé un bouton qui est en contact avec le bien-être. Bon. Ce bouton, si on ne veut pas le garder, il n'y a aucun problème, il va s'effacer tout seul. Un peu comme quand on marche dans l'herbe, eh bien, on fout l'herbe à un moment, puis assez vite, elle repousse. En revanche, si on veut le garder, si c'est utile, si c'est bien, il suffit de l'arpenter régulièrement et à ce moment-là, un chemin se crée. Donc, si vous voulez tous activer et garder ce petit bouton qui vous plaît, eh bien, il suffira de l'activer, allez, pendant tous les jours, tous les soirs, par exemple, avant de s'endormir, puisqu'on va être en hypnose naturelle avant de s'endormir, d'appuyer sur le bouton, de le réactiver et vous allez voir que le bouton va s'installer. Seulement si vous le souhaitez. Voilà, c'est vous le pilote, justement. Je vais penser à toi cet après-midi parce que je vais être dans une situation de stress. Donc, je vais le tester pendant ma situation de stress et je vais penser à toi. Et merci beaucoup pour cette clé. Oui. Le feedback est très intéressant pour moi. Donc, tout feedback, dis-moi, Elise, ce que ça t'a fait. Et voilà, c'est formidable. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir pu partager tout ça. Je suis passionnée et j'ai envie de partager autant que possible. Donc, je pense que je ferai d'autres vidéos. Et voilà, et avec plaisir, au plaisir de vous revoir tous. Et pour te contacter, les gens te retrouvent sur ton site internet peut-être? Alors, j'ai mon site internet. Je suis en train de faire les démarches avec la ville d'Igny pour faire partie des professionnels. Il y aura mon numéro de téléphone également. J'ai une page Facebook qui s'appelle Zèbre Libre également parce que zèbre, c'est les gens un peu zébrés, un peu différents. J'aime beaucoup, comme vous avez pu comprendre. Donc, sur Facebook, sur Instagram, Zèbre Libre et puis mon site internet, Zèbre Libre également. Et c'était un grand privilège pour moi d'interviewer. Merci, merci beaucoup. Merci à la ville de m'accueillir. Et à très, très bientôt. Merci pour cette aventure et cette expérience, Christine. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.